Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Oh, est-ce que je suis content? Finalement, on va l'avoir. Quel dimanche après-midi, messieurs. Ce que je suis content de vous retrouver, c'est... Bon, ça a pris juste comme 3 essais pour avoir cet enregistrement. On est là. Et en plus de ça, pas pour 30 jaloux, mais Félix et moi, on a passé l'heure du lunch ensemble. Attends, là. Oh, là. On va pas partir des crises de jalousie ici, là. Ça dépend. Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Écoute. Ben déjà, avec le travail, on a la couverture des Jeux du Québec à assurer. Aujourd'hui, je disais quand même d'une journée un peu plus tranquille, mais j'ai vu l'un de nos bons amis ce matin qui était là. Et puis là, après ça, on s'est dit, on pourrait aller luncher avec Félix qui habite pas loin non plus. On va aller à Belle-Province. On est allé à Belle-Province. Puis, tu sais, j'ai dit l'heure de lunch. Je pense qu'on est resté là 2 heures. OK, la vraie question, c'est que dans le fond, vous êtes allé dans une date Glazes à la Belle Pro. Des hot dogs ont été consommés, ça, c'est sûr. Au palais. Fait que là, vous autres, vous êtes dans un podcast là, en plein dimanche après-midi, après avoir pris 2 heures pour manger des hot dogs, puis vous pensez être top shape là, aujourd'hui. Là. Absolument. On va être top shape. All right. Fantastique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette première du mois de mars pour la triple menace, comme à l'habitude, en compagnie de Félix Forget et Pierre-Olivier Poulain. Messieurs, en dépit de tout ça, comment allez-vous? Est-ce que quelqu'un sent le mois de mars arriver? Tu sais, là, je vois dans mon algorithme, là, sur mes réseaux sociaux, là, tout le monde qui capote parce que le 1er mars, c'est March Madness qui s'en vient. Bientôt, on va être rendu au Masters au golf. Je te dis, on rentre bientôt dans la meilleure... Arguably, mettons, on va dire arguably la meilleure période de l'année au niveau du sport. Et dans 25 jours, on va avoir du baseball. Ben, mais octobre est encore un petit peu plus... Oui. Octobre, le petit chose spécial, tu sais, c'est l'engouement. Oui, l'engouement d'un début de saison dans tous les sports est incroyable. Celui des séries éliminatoires l'est tout autant, mais il y a quelque chose d'avoir les 4 ligues qui runnent en même temps. On est au point où, tu sais, sans dire que le football, c'est pas excitant, mais on est encore dans les quelques premières semaines au football où c'est juste ça, là. Tu sais, sans contredit, ton dimanche, 8 écrans différents, t'es là-dessus. Mais bref. Mesdames et messieurs, avant de rentrer dans toutes les belles choses que nous avons, une petite question là, qu'on a mis au perron d'église cette semaine avec vous. C'était une question par rapport à Patrick Laine. On va en discuter aujourd'hui. On vous invite là, d'ailleurs à participer un petit peu avec nous, avec le perron d'église, et aussi d'aller mettre des belles étoiles sur la plateforme de votre choix. Qui sait, ça peut peut-être nous aider avec l'algorithme, messieurs, dames. Alors, aussi, on a notre entrevue avec William Lasselle disponible depuis une dizaine de jours. Encore une fois, sur la plateforme de votre choix, gardien de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qu'on vous invite à aller voir. Puis c'est juste à temps pour la course aux séries dans la LH JMQ. Alors, il reste 6 matchs à faire à cette saison pour la majorité des équipes. Prenez donc la chance de découvrir et de connaître l'un des espoirs à la position de gardien de but. OK, messieurs, on parle de cette course aux séries dans la Ligue nationale de hockey et ce fameux stretch de la date limite des transactions qui arrive plus tôt que tard. Hein. C'est quand même ce vendredi que ça s'en vient. Mais j'ai envie qu'on se lance un peu sur une piste parce que, Pop, tu l'as dit en préambule, avant d'enregistrer, en fait, comme quoi on a ça dans notre poche arrière depuis je ne sais pas combien de semaines. Tu sais quoi? On va amener ça la semaine prochaine. Mais là, la semaine d'après, c'était le début des Olympiques.
Ou en fait, c'était le Super Bowl. Après ça, c'est le tournoi des Olympiques. Après ça, c'était la fin du tournoi des Olympiques qui a fait jaser. Puis là, après ça, on est rendu à aujourd'hui. Ça fait peut-être 3 à 4 semaines qu'on repousse ça. Et puis là, on est là aujourd'hui parce que un peu plus tôt cette saison, on vous avait proposé un peu nos prédictions de too soon, de trop tôt. Alors, les prédictions qu'on avait. On avait 3 catégories qui étaient en séries éliminatoires à surveiller et à oublier. Pop, tu avais les Panthers de la Floride, les Bruins de Boston et le Kraken de Seattle. Félix, tu avais en série le Wild du Minnesota. Tu voulais surveiller les Sharks de San Jose et oublier les Blackhawks de Chicago. Et pour moi, j'avais en série les Ducks d'Anaheim, à surveiller les Islanders de New York et on oublie les Pingouins de Pittsburgh. Commençons par nos équipes en séries éliminatoires. Messieurs, Pop, qu'est-ce qui se passe de bon avec tes Panthers, là? Ce qui se passe de bon, c'est qu'il y avait aussi le fait que j'avais dit que j'allais parier ma future maison sur les Panthers en série aussi. Écoute, Pop, dans tous les cas, tu n'as pas de maison. Et voilà, tu peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas. Et voilà. Sinon, PC Jolicoeur m'aurait arrangé quelque chose, là, puis j'aurais retrouvé de quoi pour parier peut-être quelque chose autre que ma maison. Mais écoute, j'avais vraiment parié le fait que peut-être Mathieu Tkachuk aurait peut-être pu revenir un petit peu plus tôt, puis qu'on serait peut-être en game shape peut-être plus rapidement que ça. Mais là, du côté de la Floride, là, on perd Seth Jones. Puis là, on sait avec Alexander Barkov et tout ça. Sergei Bobrovsky ne connaît pas une si grande saison que ça. Je pense que quand j'avais fait cette prédiction-là au mois de décembre, j'avais juste oublié peut-être le petit détail que ça fait 2 ans de suite que Floride joue jusqu'à la mi-juin. Puis que j'ai peut-être pas pris en compte qu'à un moment donné, physiquement, ils seront plus capables de tenir. Les conséquences de ces 2 runs-là de playoff allaient arriver imminemment. Et finalement, il faut croire que c'est arrivé. Mais tu sais, je surveillais en même temps. Floride n'allait pas souvent en prolongation. Je me suis dit, ils sont peut-être dus aussi pour aller chercher quelques points de communistes ici et là. Mais bon. Dernier ou avant-dernier dans l'Atlantique. Ben écoute, Pop, Félix, ce sont 4 équipes qui distancent les Panthers de la 2e place pour des équipes repêchées qui est présentement, là, au moment où on enregistre ça, est la propriété des Bruins de Boston. Donc, les Panthers, avec présentement 63 points, doivent battre les Flyers, les Sénateurs, les Blue Jackets et les Capitals. Et ça, c'est pour être la première équipe. Écoute, j'irais peut-être pas une prédiction hot take pour commencer, mais d'après moi, je pense que les Panthers vont pas me donner raison rendu au mois d'avril. Je vais juste dire ça de même. Je pense pas. Alors, je pense qu'il y a plus de chances qu'il soit vendeur. Il y a plus de chances qu'il soit vendeur que de chances qu'il fasse les séries rendu. Ouais, mais Félix, en ce moment, toi, tu parles un petit peu coquille parce que toi, de ton bord, tu dis, bah, tu sais, ça va pas trop pire. Hein? Tu vois le Wild du Minnesota, comment ça se déroule en ce moment, qui était ton équipe en séries éliminatoires. Puis tu sais quoi, Félix, je pense que tu profites juste du fait que, mis à part les 3 équipes de la centrale étant l'Avalanche, les Stars et le Wild, il n'y a pas vraiment de compétition. Ah, mais c'est le résultat qui compte, hein. C'est pas comment, Miguel, c'est l'important. Bro est allé avec Bro est allé avec le take le plus conservateur de nous tous, puis il est en train de faire un victory lap en ce moment, là. Le Wild à ce moment-là, c'était pas glorieux. C'était pas glorieux à ce moment-là. Ce qui est arrivé avec le Wild, c'est que depuis ce temps-là, Quinn Hughes est arrivé. Et que depuis ce temps-là, cette équipe-là marque plus de buts que n'importe quelle équipe dans la LNH. Et bon, j'avais pas revu Quinn Hughes, ça, je vais te l'avouer. Là, je n'ai pas rendu là encore dans mon processus de réflexion, mais clairement, ça a aidé. Puis, tu sais, Jesper Wallstedt, qui est bon, Philippe Gustafsson, une grosse saison aussi, quand il n'est pas en train de gerber devant son filet. Tu sais, ça a été. Puis Matt Boldy, qui est en train d'émerger. On parle beaucoup de Kaprizov et de Quinn Hughes, là, mais Matt Boldy est une superstar. Pour vrai, là, ce gars-là est une superstar. On voit beaucoup Cole Caulfield à Montréal. Matt Boldy a une saison qui ressemble vraiment beaucoup à celle de Cole Caulfield en ce moment. C'est ce qu'il joue au Minnesota, fait qu'on en parle moins, mais Matt Boldy était avec l'équipe américaine aux Jeux Olympiques. Matt Boldy a été repêché juste avant Cole Caulfield au repêchage en 2019. On l'aime beaucoup Caulfield à Montréal, puis à juste titre, là, évidemment, je pense que c'est un gars qui a 35 buts, puis on arrive au 1er mars aujourd'hui. C'est pas exactement un bum, là, mais Matt Boldy est tout aussi bon, peut-être même un petit peu meilleur que Cole Caulfield. C'est vraiment une superstar, ce gars-là, au Minnesota, qui est un peu dans l'ombre, justement, de Kaprizov et de Quinn Hughes, mais vraiment,
ce gars-là fait la différence. Son émergence fait vraiment la différence au Minnesota. Puis tu sais, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a cassé un peu de sucre sur le dos du Wild à dire que, tu sais quoi, cette attaque fonctionnait seulement si Kaprizov fonctionnait, puis on leur donnait pas grand chance si Kaprizov devait se blesser puisque ce gars-là était le système. Puis tu sais quoi, tu as bien raison du côté de Boldy. Je pense que je dois avouer un certain mea culpa. Mais dans toutes ces équipes en séries éliminatoires, il n'y en a aucune qui émet maintenant tellement de confiance que les Ducks d'Anaheim, messieurs, dames, qui présentement, avec 3 matchs en plus en main sur les Oilers d'Edmonton qui les suivent au classement, ils sont quand même 2e de la Pacifique à 3 points des Golden Knights qui eux-mêmes ont 2 matchs de plus à jouer. Les Ducks ont connu quand même une dure séquence il y a quelques semaines de cela. Et puis là, on peut profiter finalement du retour de Leo Carlson et les Ducks ont 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Ça va bien de ce côté-là, messieurs. Mais vous savez, c'est quoi, moi, mon plus gros victory lap depuis le début de la saison? C'est de vous parler des Islanders de New York. Hey, je veux dire, on les voyait un petit peu, OK? Ils étaient un petit peu dans le rétroviseur arrière. Mais de voir en ce moment, puis en plus, on a eu une bonne occasion de les voir cette semaine, puisqu'ils étaient de passage au Centre Bell. Mais vous en pensez quoi de Matthew Schaefer? Écoute, je perçais encore l'idée que Ivan Demidov pouvait donner une course un petit peu serrée au Calder. C'est terminé. C'est terminé. Je m'obstinais un peu pour dire oui, Schaefer est en avant, mais ça ne sera pas unanime comme le monde pense. Juste avec son match au Centre Bell avec ses 2 buts qui fait en sorte qu'il dépasse même Phil Horsley pour le plus grand nombre de buts, je crois, par un joueur de 18 ans, un défenseur de 18 ans, si je ne me trompe pas. Ben là, je pense que y a-tu vraiment débat là maintenant? Là? Dans une soirée où Noah Dobson, au Centre Bell, a marqué 2 buts contre son ancienne équipe, la grosse histoire que tout le monde retient de ce match-là, et c'est en partie lié au fait que les Islanders ont gagné, mais la grosse histoire que tout le monde retient de ce match-là, c'est que Matthew Schaefer a marqué 2 buts en vrai 1 minute. C'est ce kid-là, à 18 ans, c'est surréel. Ce qui fait, sincèrement, je pense que c'est le meilleur défenseur de 18 ans que j'ai vu depuis que je suis le hockey. Rasmus Dahlin n'était pas loin, mais je pense que Schaefer est à un autre niveau. Tu l'as pas dit 18 buts cette saison pour Matthew Schaefer. C'est surréel pour un défenseur de 18 ans qui, on le rappelle, n'a presque pas joué l'année passée et est né en septembre. Ce gars-là va avoir 18 ans au début du camp des Islanders l'année prochaine. Il va avoir 19 ans pendant le camp l'année prochaine. C'est complètement surréel. Puis, je suis tombé, je crois que c'est hier. En tout cas, bref, cette semaine, je crois que c'est Steve Dangle qui pose cette question-là. Si tu devais commencer ta franchise en ce moment, est-ce que tu prends Lane Hutson ou tu prends Matthew Schaefer? Et écoute, c'est drôle parce que j'ai l'impression que je viens d'avoir exactement le même discours avec Matt Boldy, là, mais on l'aime, Lane Hutson, à Montréal. Puis on sait à quel point c'est un joueur spectaculaire. Puis son contrat fait en sorte que ce gars-là va être une valeur incroyable pour les prochaines années. Là. Mais pour vrai, avec ce que Matthew Schaefer est en train de faire, c'est difficile de ne pas opter pour Matthew Schaefer. Il est 3 ans plus jeune aussi, il ne faut pas oublier ça, 3 ans plus jeune, puis c'est rien enlevé à Hudson qui est peut-être dans le top 3, gros maximum, le top 5 des défenseurs que tu prendrais pour débuter ta franchise aujourd'hui. Mais je pense que Matthew Schaefer l'a dépassé à ce moment-là, puis très sincèrement, là, je ne sais pas s'il y a un autre défenseur que je prendrais avant lui. Tu sais, ce serait genre lui, Karl Makar ou Quinn Hughes. Je pense que c'est encore le gros top 3. Hudson et puis Werenski, disons, peut-être juste un petit peu en arrière. Puis sincèrement, avec la saison que Schaefer connaît, au-delà des points, là, les points, oui, il y en a beaucoup en avantage numérique. 55, il y en a un peu moins, mais je m'entends. L'important avec lui, c'est qu'en plus de ce qui t'amène offensivement, ce gars-là a tellement d'atouts super intéressants que c'est incroyable. Ce gars-là me fascine. À chaque fois que je le vois jouer, je suis encore plus impressionné. Puis vraiment, je suis content pour la Islanders parce qu'ils ont vraiment eu un super, super bon kid. Le gars, son histoire, c'est touchant et tout, évidemment. Puis c'est vraiment, ça n'aurait pas pu arriver à un meilleur gars, tout ce succès-là. Puis je suis content pour Matthew Schaefer. Moi, je fais juste vous dire qu'officiellement, avec les 2 buts qu'il a fait contre Montréal, Matthew Schaefer a officiellement plus de points en carrière dans la LNH que ses 2 dernières saisons dans la OHL. Ça, c'est fou. Ça, c'est incroyable fou, quand même. Mais ça rajoute en fait ce que Félix dit dans le sens que Schaefer a presque pas joué et pourtant, tout le monde quand même, là, je veux dire, c'est pas juste les Islanders que de l'avoir repêché, je veux dire, il leur a
pas mal été donné sur un plateau d'argent, vous le direz. Littéralement, je vous rappelle, les Islanders avaient comme quoi les 9/10e meilleures chances d'avoir le premier choix Ouais, de la table. 9e. Ouais, 9e. Ouais, et ils ont quand même mis la main là-dessus, mais puis quand même, je dis encore ça cette semaine avec des amis, mais toutes ces équipes des Islanders qu'on voit qui compétitionnent, là, ils ont tous le même ADN. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui les sort du lot, mais mon Dieu que c'est une bonne équipe. Bon, Matthew Schaefer, oui, il est quelqu'un qui sort du lot, mais vous comprenez dans le sens que c'est pas flashy, c'est pas justement un marqueur à la Cole Caulfield, mais c'est, mon Dieu, qu'une gang de gars qui travaillent ensemble. OK, puis finalement, bon, les deux autres équipes qu'on avait à surveiller, on avait les Bruins de Boston ainsi que les Sharks de San Jose. Félix, les Sharks, eux, qui jouent un petit peu avec leur survie, ont présentement là, quelques points à rattraper, mais pas grand-chose. Y crois-tu encore? Écoute, Macklin Celebrini m'a tellement impressionné aux Jeux Olympiques que je ne vais jamais le compter pour battu. Mais tu sais, je me souviens qu'à ce moment-là, quand je parlais des Sharks, mon point était surtout que Celebrini, Will Smith va les tirer en série à eux seuls, puis cette défense-là allait devoir miraculeusement tenir avec John Klingberg comme défenseur numéro 1. Mais je pense que ce que j'ai oublié de pondérer assez fort, c'est John Klingberg, défenseur numéro 1. Je pense que ça, j'ai oublié de le considérer assez fort. Je reste quand même super impressionné. Puis je pense que cette saison-là des Sharks serait super impressionnante. Mais je repense à, disons, Kiefer Sherwood qui a été acquis c'était au mois de janvier, mi-janvier. On n'a pas beaucoup joué, a joué seulement 3 matchs avec les Sharks. Et là, on songe déjà à le rééchanger parce qu'on est conscient qu'il ne sera peut-être pas notre année finalement, puis on pourrait avoir plus et tout. Je pense que tranquillement, pas vite, les Sharks se préparent à être vendeurs en se disant, ben gars, sérieusement, on a livré un bel effort, puis on a été au-dessus de ce qu'on pensait. Mais écoute, à surveiller, si tu me demandes est-ce qu'on à surveiller l'année prochaine pour faire les séries, je pense que l'année prochaine, les Sharks vont vraiment être de sérieux aspirants à faire les séries avec Michael Misa qui va se développer une autre année aussi. Je pense que ça va beaucoup aider. La relève qui s'en vient, il y en a beaucoup de bons jeunes joueurs à San Jose. Il y en a beaucoup. Mais cette année, je pense que là, on commence tranquillement à manquer de gaz. C'est dommage parce que ça reste quand même une belle histoire, ces Sharks cette année. Mais je suis très intrigué de voir ce qui les attend au cours des prochaines années. Mais on en blaguait un peu avant la saison que les Sharks, le futur est parallèlement lié à celui des Canadiens de Montréal. Ces gars-là vont se disputer 5 finales consécutives. Là. Ah, ça s'en vient. Puis, honnêtement, moi, je pense aux Sharks. Puis, moi, le comparatif que j'aime voir un peu avec eux autres, c'est les Panthers de la Floride de 2000-2001. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben, non, Pop, oui, j'étais né, tu étais conscient. Je vais expliquer rapidement. Cette édition 2000-2001 des Panthers avait Pavel Bure qui avait fini à 92 points. 33 buts, 92 points en 82 matchs. Le deuxième meilleur pointeur de l'équipe avait fini avec 37 points. Oh mon Dieu. C'est littéralement ça qu'on voit à San Jose. En ce moment, les Sharks, là, dans le plus respectueusement des manières, là, en ce moment, vous devriez changer votre nom pour Macklin Celebrini and a Bunch of Scrubs en ce moment. Là. Will Smith a aussi Will Smith, je ne lui accorde pas le titre de Scrub. Et n'oublions quand même pas que Carey Price est de cette équipe. C'est vrai. Hey, il devrait l'habiller, Carey Price, le mettre devant le filet. Parce que je vais dire, au moins, ces Panthers-là avec genre Roberto Luongo. Là. Mais tu sais, dire à Carey Price, là, ça fait le niaisage. Là, on te paye, là, mets tes pales. Ah ouais, demain soir, on est dans le filet. et bon, finalement, dernière équipe que Pop avait mentionné, bon, c'était les Bruins. C'est drôle, hein, mais c'est Pop qui dit bon, ça prendra juste que Morgan Geekie continue encore de contribuer de la sorte. Morgan Geekie, là, 33 buts. C'est son record, son record d'ailleurs aussi personnel, mais c'est son total de l'année dernière. Hey, écoute, puis je pense que quand on a fait les prédictions au mois de décembre, Morgan Geekie shootait pour genre 28%. Là. C'est insoutenable comme rythme. Là. Dans la dernière année ou deux, on disait que il y avait David Pasternak puis Charlie McAvoy, puis c'était tout là, dans cette équipe-là. Là, on voit un peu ce genre de vibes du côté de Boston. Honnêtement, je ne sais pas. Boston sont quoi? Sont-ils une bonne équipe ou ils font juste puncher au-dessus de leur tête? J'ai aucune idée de ce qui se passe avec Boston. Mais écoute, ils ont perdu cette semaine 3-1 contre les Flyers en pleine course des séries. Fait que je me dis en même temps, sont-ils frauduleux?
Hein? Ils sont frauduleux. Mais aussi, dans tout ça, bon, écoute, on verra ce que ça donne, mais cette maudite Atlantique. Messieurs, l'Atlantique. Alors, le Lightning qui, malgré une défaite contre les Sabres hier, ont quand même le dessus dans la division. Et les Sabres sont deuxièmes à 1 point derrière la troisième tête de série qui sont les Canadiens de Montréal. Puis les deux équipes, justement, dans des équipes repêchées pour les séries éliminatoires, ce sont les Red Wings et les Bruins. Bien entre la position 2 et la position 5, dis-je bien, de cette division, c'est 5 points qui comprend tout ça. Là. Donc, ça va se battre jusqu'au dernier petit point jusqu'à la fin de l'année. Puis, c'est dans des matchs un peu comme on a vu les Canadiens perdre contre la Islanders cette semaine, que tu dis, c'est quoi, peut-être qu'il aurait été bon le petit point de plus. OK, et finalement, bon, rapidement, les équipes à oublier. Pop, tu as mentionné le Kraken de Seattle qui se bat pour sa survie en ce moment, wildcard, mais tu sais quoi? Il y a encore une chance. Félix, tu as mentionné avec les Blackhawks de Chicago, tu étais tellement hipster dans tes affaires. Genre, tu as décidé, en fait, pas hipster, en fait, tu as décidé d'y aller avec le truc le plus facile. Mais non, c'est ça, je dis, Félix a fait les trucs. J'en ai d'autres. Hey, Félix, j'en ai une autre pour toi. Il y avait un gros buzz sur les Blackhawks à ce moment-là. Spencer Knight était une muraille devant son filet. C'était avant la blessure de Bédard, qui était en train de faire sensiblement ce que Cédric Brunier a fait avec les Sharks pendant un peu plus longtemps, avant de se blesser malheureusement pour Bédard. Il y avait un buzz de série autour de Chicago. Si je ne me trompe pas, à ce moment-là, il était en position de faire les séries Chicago. Ouais, mais Félix, dans tous les cas, j'en ai une pour toi par rapport à ça. Une fourchette a été trouvée dans la cuisine. C'est comme ça que tu nous dis ça, là. C'est une évidence. Puis le mien, je vais vous avouer, pour l'instant, ça vieillit mal. J'ai mentionné les Penguins de Pittsburgh. Depuis le début de la saison, je leur casse aussi du sucre sur le dos comme quoi, ça va lâcher un moment donné. Écoutez, c'est Nick Crosby blessé, il devrait rater le prochain mois. Et les Penguins affronteront une quinzaine d'équipes en séries éliminatoires d'ici la fin du calendrier. C'est là qu'on va savoir si ça passe ou ça casse. Mais présentement, ils sont deuxièmes et ils en profitent. Messieurs, avant qu'on saute sur les Canadiens de Montréal, on a quand même vendredi la date limite des transactions qui va y aller. Qui est le joueur que vous surveillez le plus dans toute cette liste de joueurs? Sans dire que ça va être un joueur, je pense que ça va être une équipe. Tu sais, je pense que cette semaine, là, si vous êtes un fan des Maple Leafs de Toronto, là, cette semaine, là, tu sais, que vous avez vu. Derrière, tu sais. Vous avez vu Austin Matthews être correct pour gagner l'or. Vous avez vu Mitch Marner qui a eu ses beaux moments pour le Canada. Tu sais, vous avez eu une pause de 2-3 semaines là, où tout allait bien. Là. Et là, c'est le retour de cette équipe-là est complètement désastreuse sur la glace. Je pense, c'est quoi, ça finit? Je pense les 3 matchs cette semaine, ça finit avec genre un but pour but contre de genre 15-6, genre quelque chose de même. Là. Puis on ne sait pas ce qu'on fait. Là. C'est ça l'affaire, c'est qu'à Toronto, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, alors que la réponse est complètement évidente. T'as-tu vu la séquence des deux défenseurs qui se tombent un sur l'autre? Il y en a un qui se pète la gueule, puis il y en a un qui, en reculant, tombe dans l'autre. Ouais, je l'ai vu, mais en sachant que finalement le but a été annulé à cause d'un hors-jeu, ben c'est moins drôle. Peu importe, ça résume tellement bien la saison à Toronto, là. Tu sais, il y en a un qui tombe, puis au lieu de se relever, non, l'autre, il retombe, puis ça résume tellement bien la saison à Toronto. Tu vois le gars qui attaque le centre de la glace, je pense, c'est quoi? C'est-tu Sam Bennett? Il me semble que j'ai le numéro 9 en tête. Ouais, je pense que oui, c'était le match contre les Panthers. Puis tu vois l'autoroute qui s'ouvre devant lui à la ligne bleue. Man, les deux défenses. Dans les Maple Leafs, c'est particulier cette équipe-là. Puis là, en plus, on a des problèmes aussi, des problèmes au niveau des contrats parce que Scott Laughton, qu'on a acquis à gros prix, ça fait 2 ans, ça, Scott Laughton? Non, l'année passée. C'était l'année passée, parce qu'il était déprimeur à Toronto pendant comme 6 ans de temps. Fait que j'avais oublié c'était quelle année exactement, mais c'est l'année passée. On l'a acquis à gros prix et là, il est joueur autonome en devenir. Il ne semble pas être en voie de signer une prolongation de contrat. Fait que là, est-ce que tu l'échanges? Clairement, tu n'auras pas tout ce que tu as donné pour l'an passé. Bobby McMann, qui est un autre dans cette situation-là, que là, on semble être un petit peu plus optimiste à l'idée de le signer. Mais donc, tu n'as pas de contrat avec lui d'ici vendredi. Est-ce que tu l'échanges? Ça va être une question qu'il faut que tu te poses. Brad Treliving, tu as raison, va avoir une très, très grosse semaine. Moi, le nom
que je surveille le plus. Et du côté de Saint-Louis. En fait, les Blues en général, mais il y a un nom en particulier. Les Blues, c'est ça. Les Blues en général, mais il y a un nom en particulier qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Hier, dans le cadre des Saturday Headlines à Canada, Elliot Friedman a mentionné que, selon lui, les chances sont plutôt bonnes que Robert Thomas soit échangé d'ici vendredi. Robert Thomas, écoute, on se souvient qu'à Montréal, un certain DG du nom de Marc Bergevin a déjà dit qu'un premier centre, la seule façon que tu peux avoir ça, c'est en rendant repêchant. Et c'est pour ça qu'il avait pris Kotkaniemi en 2018, parce que c'est la seule façon d'aller chercher un centre numéro 1. Quand un centre numéro 1, surtout dans une ligue où est-ce qu'on le sait à Montréal, là, ça fait des mois qu'on essaie de trouver un centre, pas numéro 1, juste top 6. Il n'y en a presque pas sur le marché. Et là, Robert Thomas, qui est un des, j'ai envie de dire un des 15 à 20 maximum meilleurs centres de toute la LNH, que c'est peut-être même top 15 plus proche de top 10. Mais top 10, ça me semble un peu haut, là, mais clairement dans le range de 15 à 20, disons, là, un des très, très, très bons centres de la Ligue qui, là, soudainement, a des bonnes chances d'être échangé. Moi, je crois que c'est de loin la plus grosse transaction qu'on va voir cette semaine, si elle a lieu. Parce que, tu sais, là, il expliquait, mais Freeman parle rarement pour rien dire aussi. Là. S'il dit ça, c'est probablement parce qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Il a nommé une équipe par rapport à ça. Il y a une équipe dont il a mentionné clairement l'intérêt. Le Mammouth de l'Utah. On sait que le Mammouth travaille fort depuis longtemps pour aller chercher un joueur de centre. Clairement, c'est pas très difficile de penser que Caleb Desnoyers serait impliqué dans cette transaction-là. Parce que, évidemment, si les Blues échangent Robert Thomas, on va vouloir un centre qui a le potentiel de devenir au minimum un centre top 6, éventuellement, possiblement un premier centre. Est-ce que Caleb Desnoyers pourrait aller rejoindre Justin Carbonneau dans l'organisation des Blues? Ce serait quand même cool pour les deux joueurs qui ont été repêchés, les deux premiers Québécois repêchés au dernier repêchage. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à ce niveau-là, mais clairement, tu vois un peu dans ta tête déjà le format d'une telle transaction. Est-ce que Robert Thomas pourrait aller ailleurs? Et là, évidemment, à Montréal, aller chercher un gars comme Robert Thomas, ça ferait l'envie de bien des gens. Je ne pense pas que le Canadien va être prêt à payer pour ça, mais évidemment, ça va être un nom surveillé. Je pense, selon moi, que c'est le plus gros nom qui est susceptible d'être échangé cette semaine. Et si ça arrive, sans dire que je m'attends à un prix à la Quinn News, ça va ressembler à ça. Moi, c'est pas juste Desnoyers. Hein. Ça va être Desnoyers, probablement un autre gros espoir, peut-être Simachev, le défenseur qui avait été pris juste après David Reinbacher en 2023. 2024, en fait. Non, 2023, parce que 2024, c'est Yvan. C'est des Midova et les années de repêchage se mélangent. Je l'avais dans 2022, puis le reste, tout était mélangé. Là. Fait que, bref, Simachev qui avait été pris juste après David Reinbacher à l'époque, qui est un bon espoir à la ligne bleue, peut-être 1 à 2 choix de première ronde aussi. Ça va être un très, très gros pactole pour Robert Thomas, qui viennent de l'Utah ou qui viennent d'ailleurs. Si les Blues sont vraiment prêts à le monnayer, ça va coûter cher et ça pourrait inciter, en fonction du retour que les Blues auront pour un Robert Thomas, ça pourrait inciter les équipes à mettre des centres sur le marché parce que si Robert Thomas rapporte le gros prix, ça démontre que les acheteurs sont intéressés à payer très, très cher pour des centres. Peut-être que les gars comme Kadri se mettent à bouger, peut-être que les gars comme Ryan O'Reilly se mettent à bouger. Et si ça arrive tranquillement pas vite, ce ne sera pas des prêts à la Robert Thomas, évidemment, mais ça va être des gros noms qui vont bouger assez facilement. Ben, si tu vois, celui qui risque de recevoir le retour, je ne sais pas si je suis prêt à mouiller que ça va être le retour le plus scandaleux parce que ça va être peut-être trop, mais un nom qui va sortir pour toutes les équipes, c'est celui de Vincent Trocheck. Parce que celui-là, ça, c'en est un où, ben, tu sais quoi, tu veux ton gars que... Va dans la mêlée. Tu sais, on va dire, la Lamborghini qu'est Philippe Danault, que devrait être Philippe Danault. Tu sais, puis encore une fois, tout respect à Philippe Danault. La game offensive de Philippe Danault n'est plus ce qu'elle est. Puis Vincent Trocheck peut aller te marquer des buts, mettre en jeu, en fait, mettre en scène quelques buts pour ses coéquipiers, mais par-dessus tout aussi, c'est un gars qui va aller te gagner des mises au jeu et qui est parmi les meneurs pour le volume aussi de mises au jeu qu'il prend, qui est moyenne pas loin de 60% de taux de réussite dans le cercle quand même. Là. Puis moi, je pense à la centrale surtout. T'sais, Colorado sont là. On sait déjà que Colorado va ramener Nazem Kadri 1 pour commencer. Fait que ça, déjà là, on peut enlever ça. On peut enlever ça de l'équation. Tu as Minnesota qui est allé chercher Quinn News durant le mois de décembre. Si Vincent Trocheck ont réussi à le ramener du côté de Dallas pour renforcer la ligne de centre, au pelaille! Moi,
check, tu vois plus le Wild. Quand tu fais les Wild, je pensais que c'était là, je pense que le Wild va. Le Wild, on sait, ça fait longtemps qu'on cherche un joueur de centre, surtout depuis que Marco Rossi est parti justement dans l'échange de Quinn Hughes. On sait que le Wild travaille très fort pour aller chercher un joueur de centre. Le nom d'Evgeny Malkin aussi qui avait circulé. Puis d'ailleurs, ça aussi, de petite parenthèse, là, super intéressant, c'était le reporter qui couvre les Penguins pour The Athletic, c'est Rob Rossi, si je ne m'abuse, qui a parlé à Malkin dans le vestiaire et que Malkin il a dit assez clairement qu'il est très frustré que sa situation contractuelle ne soit pas réglée encore. Il veut revenir à Pittsburgh, mais ça commence vraiment à l'irriter qu'on n'ait pas réglé cette situation-là. Malkin devient joueur autonome au terme de la présente saison, si vous... Juste en guise de rappel. Malkin n'est vraiment pas content que ce ne soit pas réglé. Il veut revenir disputer une dernière saison à Pittsburgh l'an passé, puis l'an prochain. Puis on sait que ces dernières négociations contractuelles à Malkin avaient été compliquées. Il a fallu que Crosby, puis le temps, l'incite à revenir parce que Malkin sentait que l'organisation ne le voulait plus. Est-ce que tranquillement, pas vite, ça ouvre la porte à peut-être voir aussi un Malkin bouger? Parce qu'on sait que le Wild est très intéressé. Bill Guérin a littéralement joué avec Malkin, avec Pittsburgh à l'époque. Donc, c'est clairement le Wild, selon moi, va ramasser un joueur de centre. Mais pas, tu te dis, c'est vrai que la centrale, ça pourrait vraiment bouger aller chercher du renfort au poste de centre. Le Wild, j'ai l'impression que le Wild finit la semaine avec probablement Trocheck, possiblement Malkin. OK. L'un des deux. Très intéressant. L'un des deux, mais ça renforcerait effectivement sur ce qu'il y a sur le Wild. Ben, écoutez, mesdames et messieurs, à la maison, quand même, vous invite un peu de discuter avec nous sur le groupe Facebook Les Superfans des Tigers de Guangdong, mais c'est laquelle votre équipe favorite en ce moment pour remporter la Coupe Stanley? Bon, on n'a pas encore une fois la date limite des transactions derrière nous, mais c'est qui votre favori pour la Coupe Stanley? On va voir un petit peu avec ça, puis qui sait, on va vous lire lors du prochain épisode. Mais je suis tellement déçu, les gars. Vraiment, là, de tous les joueurs qui sont disponibles, il n'y en a pas un de vous qui a osé nommer Patrick Laine. Pour les biens, pour les biens de la cause. C'est du sarcasme. Mais vous savez quoi? On ne peut pas dire aux Canadiens qu'ils n'essaient pas. Mais c'est le problème qu'on jase, entre autres, sur le programme depuis qu'il est blessé, donc depuis toute la saison. C'est qui en veut. Et qu'est-ce que ça va coûter, non pas pour aller chercher, mais qu'est-ce que ça va coûter pour l'envoyer. Hey, tu vois, non mais écoute, je suis content. Je pense pas que ça va coûter. Je suis même plus sûr que ça va coûter quelque chose pour l'échanger. Je m'explique, OK? Moi, mon feeling, depuis quelques jours, puis c'est un peu le feeling qui circule, mon feeling, c'est que Patrick Laine, dans une semaine, va porter l'uniforme des Kings de Los Angeles. Patrick Laine est un joueur imparfait, on le sait, mais c'est un joueur qui a une qualité que très peu de joueurs ont. Ce gars-là met la petite crise de rondelle dans le filet. Ça, il est bon. Il est vraiment, vraiment bon pour faire ça. En avantage numérique, c'est un des meilleurs spécialistes que tu peux trouver. Okay? Les Kings de Los Angeles, malgré tout ce qu'on a quand même du talent. Tim Panarin est arrivé, justement. Ça va aider aussi à ce niveau-là. Les Kings de Los Angeles, en fait, il y a une seule équipe dans toute la LNH qui marque moins de buts qu'eux en moyenne par match depuis le début de la saison, les Devils du New Jersey. Les Kings sont 31e. L'avantage numérique des Kings est 27e de toute la ligue en termes de taux d'efficacité depuis le début de la saison. S'il y a une équipe en ce moment qui a besoin de punch offensif, c'est les Kings de Los Angeles. Et ça, ces chiffres-là, c'est sans compter le fait qu'on a perdu Kevin Fiala aux Jeux Olympiques, avec une blessure qui est vraiment, vraiment inquiétante. On vient de perdre Andrei Kuzmenko qui va se faire opérer au genou. Oui, Panarin, c'est beau, mais les Kings sont dans un mode aussi où est-ce qu'on veut y aller all-in cette année. C'est la dernière année d'Andy Kopitar, possiblement la dernière année de Drew Doughty aussi. Les Kings, vraiment, arrivent dans un mode où on a besoin de punch offensif, peu importe la manière d'où il vient. La défensive chez les Kings, on est correct. Darcy Kemper est solide, la défense, c'est bonne. Tu peux te permettre de t'en sauver avec un Patrick Laine. Tu peux mettre ton top 6, mais le cacher un peu à 5 contre 5. Il y a quand même moyen de s'arranger avec ça. Moi, je vois un fit pour Patrick Laine avec les Kings. Et je pense que si le Canadien est prêt à retenir 50% du salaire de Laine, à 4,3 millions, et là, qui va être évidemment au prorata, parce que je sais que je le répète souvent sur le show, mais dans la LNH, la masse salariale est comptée au jour le jour. Fait. C'est pas parce que si tu échanges Patrick Laine demain matin, l'autre équipe n'est pas responsable de payer 8,7 millions ou 4,35 si le Canadien en retient la moitié.
c'est au prorata du nombre de jours qu'il va jouer. Grosso modo, il va coûter à peu près $1 million à sa nouvelle équipe d'ici la fin de l'année. Donc, selon moi, j'ai l'impression que ça va attendre jusqu'à vendredi, selon moi, ce dossier-là, parce que on va vouloir clairement laisser le Canadien le payer le plus possible avant de l'envoyer là. Mais je pense que s'il y a une équipe en ce moment qui se dit bon, c'est pas super, mais c'est pas mal la meilleure option pour pas cher qu'on est capable d'avoir, Patrick Laine, selon moi, possiblement à 50% de son salaire retenu, va finir l'année dans l'uniforme des Kings de Los Angeles. Ça va être la fameuse transaction de 2h55, là, quand bon, regarde, fuck it, là, on n'a plus rien. Appelle Kent Hughes, là, dit qu'on lui donne son choix de 7e ronde là, pour l'année. D'après moi, c'est quelque chose comme ça que ça va donner. Pop, je te donne la parole tout de suite, Pop. Mes derniers points sur les Kings, qui d'ailleurs là ont bougé cet après-midi, ce dimanche après-midi, en faisant un changement de garde derrière le banc. Donc, c'est maintenant DJ Smith qui va prendre la relève en tant qu'entraîneur-chef. DJ Smith, qui vous avez sûrement oublié pour des années très oubliables à Ottawa, les jeunes années de ce jeune groupe, mais aussi été assistant avec les Maple Leafs. Donc, a quand même aidé au développement d'un certain groupe de joueurs dans ces années-là. Il y avait Mitch Marner, il y avait Austin Matthews et William Nylander, je pense que c'est leur nom. Donc, il était assistant. C'est sûr qu'il a gagné une coupe avec autant de talent, voyons donc. Écoute, puis t'imagines-tu si cette équipe-là avait ajouté John Tavares à son prime? Imagine. Wow. Imagine. Mais ça va être folie, là. Ce n'est pas la discussion. Mais DJ Smith qui s'en va là. Donc, là, cette fois-ci, il va être avec pas le groupe le plus âgé en ce moment dans la Ligue nationale, mais il a tout qu'un défi. En tout cas, bonne chance de ce côté-là. Monsieur Smith, mais Pop, Laine, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Sais-tu, moi, il y avait une équipe, puis j'ai vu cette stats-là passer sur Twitter, puis on parle de l'Avalanche depuis tantôt. Savez-vous, l'Avalanche du Colorado, son pourcentage en avantage numérique est depuis le 1er janvier 2026? Mon Dieu, mais on l'a tous vu passer, je pense. Moi, j'ai vu que c'est hier, en faisant des recherches pour un texte, là, j'ai vu que je suis tombé en bas de ma chaise quand j'ai vu que l'Avalanche, qui a Nathan McKinnon, Martin Necas, Karl Makar, entre autres, a le pire avantage numérique de toute la vie. Je suis tombé en bas de ma chaise. L'Avalanche du Colorado, depuis le 1er janvier 2026, leur power play est en bas de 2%. C'est 2%! C'est épouvantable! C'est comme tu tombes en bas de ta chaise, mais tu traverses le plancher. Oh non, c'est ça. Tu fais une commotion en tombant. Fais juste imaginer Nathan McKinnon qui feed Patrick Laine sur l'avantage numérique. Ou Karl Makar, mettons, là. En tout cas, peut-être, Pop, que Patrick Laine au cercle gauche, comparativement à McKinnon, peut la rentrer dedans. Et voilà. Mais moi c'est peut-être juste. C'est peut-être juste. C'est la situation que je pensais, mais du côté d'Erley, ça fait du sens aussi. Tu sais, ça a du sens aussi. Surtout que les Kings sont comme en mode on essaye tout là, pour tout faire là, ces temps-ci. D'ailleurs, c'est ça avec DJ Smith qui est arrivé parce que, faut pas oublier, Luc Robitaille, ça fait pas loin de 10 ans. Là. Comment t'as dit son nom? Luc Robitaille, excuse, je l'ai dit un peu anglophone, mais... Un peu? Ouais, excuse-moi. Luc Robitaille, excuse-moi, il est arrivé comme président de l'équipe en 2017. C'est déjà le 5e coach, puis il y a 0 victoire en série, là. Il y a 0 victoire en série. Zéro. Mais, par contre, on parle de Patrick Laine, là. Et là, je veux relancer le débat que tout le monde aime à Montréal. Est-ce que Samuel Montembeault est un membre du Canadien d'ici vendredi 3h01? Je crois que, Pop, je vois où tu veux t'en aller. Parce que tout le monde dit Patrick Laine et tout ça, mais... Non, mais Pop, je crois quand même... Je crois quand même que Montembeault devrait le demeurer. En ce moment, encore une fois, touche du bois, c'est la conversation toujours autour de Jacob Debesch qui, samedi soir, il a gagné contre les Capitals. C'est laid. Il gagne. Mais mon Dieu, la chaîne peut débarquer à un moment donné. Puis Martin Saint-Louis va faire son classique Michael Scott. Snap. Puis tout d'un coup, ça va être au tour de Montembeault. Tu sais quoi? Pas jusqu'à la fin de la saison, il demeure un membre des Canadiens de Montréal. OK. Mais pourquoi je vous pose la question, c'est y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer, OK? Pourquoi, après 2-3 semaines de break, où Jacob Debesch n'a pas été aux Olympiques, n'a pas joué pour la République tchèque,
Pourquoi Martin Saint-Louis retourne avec Samuel Montembeault contre les Highlanders pour recommencer le sprint? Pour moi, ça fait parler de « je mets ce gars-là sur la vitrine, on va essayer de faire de quoi avec lui parce que ça marche plus. » Écoute, quand même, il ne faut pas oublier que le dernier départ avant la pause olympique, Montembeault avait été bon dans une victoire. D'après moi, on s'est dit, bon, le changement d'entraîneur a dû faire du bien, ça y a fait un petit reset, va avoir pris la... Je pense qu'on s'est dit, c'est une belle occasion de tester si cette pause-là a fait du bien et tout. Puis, il ne faut pas oublier que pendant une bonne partie du match, ça allait. C'était pas exceptionnel, mais ça allait pendant une bonne partie. Ça a complètement dérapé en fin de match, là, puis c'est malheureusement un problème qu'on a vu trop souvent avec Montembeault cette année, mais d'après moi, c'est pour ça. Je pense qu'en ce moment, tout le monde s'entend que c'est Dobèche le numéro 1 pour le moment, puis c'est celui qui va jouer le plus de matchs d'ici la fin de l'année. À moins, le seul monde, je reviens à ton idée d'échanger Montembeault, le seul monde dans lequel je vois que c'est une possibilité, c'est dans le, selon moi, très faible possibilité, la très faible possibilité d'un scénario dans lequel Jordan Bennington ou Sergei Bobrovsky s'amènent à Montréal d'ici vendredi. J'estime ce scénario-là à vrai moins d'1% de chance d'arriver. Moins d'1%? Mais dans... T'es raison. Non, Bennington ne fit pas avec non, il fait effectivement. Puis, tu sais, les gens sont pas contents avec Montembeault cette année, là. Jordan Bennington a des stats moins bonnes que Samuel Montembeault. Samuel Montembeault a des meilleurs stats que Bennington. Ça en dit long quand même sur Bennington en ce moment. Oui, il a la réputation du gros gardien qui joue qui se lève dans les gros matchs. Puis oui, c'est vrai qu'il a été bon avec le Canada aux Jeux Olympiques. Mais tu sais, quand même, en saison régulière, ce gars-là a des pires stats que Samuel Montembeault. Bobrovsky, dans son cas, c'est Craig Button, j'ai l'impression qu'il pousse ce scénario-là sans arrêt depuis le début de la semaine. Ben écoute, juste pour commencer, comment tu fais fitter ça sous le cap salarial à Montréal? Ben, t'échanges l'année, puis les Panthers peuvent retenir une partie du salaire de Bobrovsky, ça s'arrange. Là. Mais oui, ça va prendre un petit peu de gymnastique, mais tu sais, en assumant que t'échanges l'année, il y a un monde dans lequel ça se fait. Le problème avec ça, est-ce que vraiment les Panthers vont l'échanger? Si oui, est-ce qu'on va l'échanger à un rival de division? Et les Panthers sont aussi bien rendus là. Je pense pas qu'il va vouloir quitter non plus. D'après moi, il va vouloir rester, mais ça reste quand même un gardien qui est à quelques mois de l'autonomie, n'a toujours pas signé de contrat. Les Panthers, oui, viennent de gagner 2 Coupes Stanley, mais on sait que c'est un noyau qui est relativement vieillissant. Mon feeling, c'est encore qu'il va rester et qu'on va lui donner un nouveau contrat probablement de 2-3 ans, comme 5 millions par année. Mais je sais pas trop, parce qu'il faut pas oublier, les Panthers n'ont pas vraiment de plan de succession devant le filet. On avait Spencer Knight qui est parti. C'est quoi le plan de succession des Panthers si Bobrovsky s'en va? Oui, c'est un problème, même si Bobrovsky reste, parce que Bobrovsky n'est plus une petite jeunesse, là, mais il n'y a pas vraiment de plan pour 2026-2027 si on a ça. Fait que je vois pas vraiment Bobrovsky quitter. Là. J'y crois encore moins que Bennington. Là. L'autre nom que j'ai vu aussi, c'est Stuart Skinner. Mais est-ce qu'on veut vraiment Stuart Skinner? Oui, c'est beau, ça va bien pour lui à Pittsburgh. Mon feeling, oui, échanger Montembeault, c'est beau, mais pour remplacer par qui? C'est ça le problème. Il n'y a personne qui est vraiment disponible pour le remplacer. Puis, à moins que ton plan, c'est que Dobèche joue tous les matchs jusqu'à la fin de l'année, ça va te prendre un numéro 2. Puis, Montembeault, oui, c'est pas facile, mais ça reste un gars qui connaît le système, qui est là depuis longtemps. Je pense que je serais très surpris de ça. Ouais. Mais oublions ça de ce côté-là, je pense, pour les gardiens de but. Messieurs, ça va être le fun. Ça va être le fun à suivre ça. On va parler de hockey encore une fois dans 2 petites secondes, mais juste avant, là aussi, pour les gens qui écoutent ça, on a un petit problème avec TikTok. Là. On est un petit peu shadow ban parce qu'on a osé mettre la vidéo justement de Sergei Bobrovsky qui va se battre durant c'était le match extérieur. C'était-tu le match extérieur? C'était pas Bobrovsky, c'était Vasilevski. Non, c'était Vasilevski contre Swayman au match extérieur. Contre Swayman, gardien russe, Floride. Vous voyez où mon cerveau est bagarre, bref, des gardiens. Puis c'est drôle, on a un peu la misère à reach du monde depuis maudit TikTok. Hein? On adore TikTok. Alors, écoutez, aidez-nous donc à changer ça, à changer la trame narrative de notre compte TikTok. Venez nous suivre et regardez le beau contenu qu'on a. OK, messieurs, très vite pour ce qui est de la LNH, des petites prédictions qu'on peut avoir, des petites affirmations qu'on peut avoir. Vous savez quoi? J'en ai parlé tantôt, puis je vais continuer à le dire.
les Penguins de Pittsburgh vont tomber sous la pression. Je ne peux pas croire que la façon dont cette équipe joue, c'est soutenable jusqu'à la fin de la saison. Je l'ai mentionné du fait que ils vont jouer contre une quinzaine d'équipes qui sont présentement en séries éliminatoires d'ici la fin de la saison. Il leur reste 23 matchs. Bon, ça, ce dimanche, ils gagnent contre les Golden Knights. Mais ça commence à partir de maintenant. Là. Donc, beaucoup des équipes en séries éliminatoires. Et c'est pas facile parce qu'essentiellement, on s'attend à ce que ce soit 3 équipes de la métropolitaine qui vont se rendre en séries éliminatoires. Pas plus. Les Pingouins ont très peu de temps à faire et je pense que ça va tomber. Mais écoute, Mio, le simple contre-argument que je peux te donner là-dessus, c'est que justement, les Pingouins jouent dans la métropolitaine. Il y a qui peut... OK, prenons le scénario où Caroline et les Islanders, somewhat, finissent deuxième, 1 et 2. Mm-hmm. Fait que là, la 3e place va jouer entre Pittsburgh, qui... Je comprends, OK, ils sont suspects un peu. Les Devils, ça ne marque pas de but. Tout le monde... Non, eux autres, ils laissent. Eux autres, oublie ça. On les mentionne. Tu peux laisser faire. Les Rangers, on laisse absolument faire. Là, oui, effectivement. Les Flyers, je regarde ça, puis je suis comme, on dirait que cette équipe-là va être mauvaise dans 10 ans, puis je ne serais même pas surpris. Est-ce que tu crois vraiment aux Blue Jackets de Columbus plus que les Penguins de Pittsburgh? Honnêtement? Les Blue Jackets, par la force des choses, ou même les Capitals, vont s'y rendre. Mon point, c'est que les Pingouins, eux vont perdre. Je comprends où tu t'en vas. Moi, je dis plus, les Pingouins vont trouver d'une manière comme d'une autre à l'échapper. Là, tu vois, le reste des autres équipes, ils vont faire leur bout de chemin. Mais les Pingouins, eux, le feront pas. Ils manqueront ce rendez-vous-là. En tout cas, s'ils s'écroulent puis ils trade Malkin en plus d'ici vendredi, le drama, toi. Le drama. Oui. Ça va être du gros drama. J'achète pour une raison ton affaire des Pingouins, c'est que Sidney Crosby est blessé pour au moins 4 semaines. C'est la seule raison pour laquelle j'achète. Parce que, un peu comme j'ai l'impression qu'on va réussir à tenir le fort pour la simple et unique raison que cette division est tellement nulle à chier. Mais sans Crosby, ça. Tu sais, je veux bien le Anthony Manta, puis Justin Brazeau, puis toute cette équipe-là de gars qui, wow, de la rédemption, là. Mais, tu sais, les Pingouins ont un peu ce petit feeling-là des Caps de l'an passé, là, le vieux joueur qui en est comme à ses derniers milles, puis qui est aidé par une couple de joueurs de soutien qui deviennent des légendes pendant 1 an pour aucune raison. Là. Je pense à toi d'ailleurs, Alexei Protas, là, qui devient un dieu pour aucune raison de nulle part. Là. Je te watch en passant. Ben Kendall était exactement le Protas de l'an passé, juste une couple d'années plus jeune. Là, ça s'en vient. Pas le même profil de joueur. Mais bref, mon point, c'est que sans Crosby, je pense que ça va être difficile. J'achète ton point un peu pour ça, mais tu peux me faire croire que les Pingouins vont tenir quand même. J'achète vraiment juste Patrick Crosby. Si c'est plus que 4 semaines, c'est fini. Écoutez, on verra, mais je ne suis pas convaincu et ça sera désastreux jusqu'à la fin de la saison. Félix, fais donc du chemin. Qu'est-ce que tu as comme affirmation, toi, pour cette semaine? Je reviens au Canadien. Un nom qui circule beaucoup, c'est Jordan Kyrou. Comme quoi, les Blues, on parlait des Blues tantôt, les Blues qui pourraient être actifs, être vendeurs. Jordan Kyrou est un nom qui circule. Et je vois 1001 personnes depuis le début de la semaine dire ce gars-là serait parfait avec Cole Caulfield, Nick Suzuki sur le premier trio. Et sincèrement, oui, c'est vrai que ce serait une belle amélioration sur ce qu'on a. Cela étant dit, je considère que le Canadien n'a pas besoin de Jordan Kyrou pour une raison bien simple en ce moment. Kirby Dach, à ses 6 derniers matchs, a 6 points sur le premier trio. Kirby Dach est sur une belle séquence. On se souvient que les meilleurs moments de Kirby Dach à Montréal, quand il est arrivé, c'était quand il était à l'aile de ce trio-là. Et là, oui, évidemment, est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va rester en santé? La question à 1000$ dans le cas de Kirby Dach depuis à peu près 3 ans. Mais ça reste qu'en ce moment, il y en a qui voient Jordan Kyrou ou un ailier en général, comme un ailier de premier trio en général, comme un besoin, peut-être le besoin le plus important à Montréal. Non, je ne vois pas ça comme étant le principal besoin. Pour moi, le principal besoin à Montréal, c'est probablement un défenseur droitier. Je pense que ça, c'est le plus important.
idéalement, ça aurait été David Reinbacher. On aurait aimé ça que David Reinbacher soit déjà prêt à ce stade-ci, mais puis ça va bien pour le Laval en ce moment, mais je pense que tu veux quand même pas l'amener immédiatement dans un contexte où il faut qu'il performe maintenant, parce que sinon, tous les matchs sont extrêmement importants. Tu sais, si on veut rester à Saint-Louis, j'aime mieux l'idée d'un Colton Parayko que d'un... Puis encore là, Parayko n'est pas parfait, là, mais tu sais que c'est soit même Zach Whitecloud à Calgary, peu importe le jeu. Juste un défenseur droitier qui va permettre un peu de laisser... de replacer Kaden Goulet à gauche, là, qu'on arrête le niaisage de faire jouer les gauchers à droite. Là. Arrête, stop, c'est fini ça. Okay? Je veux des droitiers à droite et des gauchers à gauche, ça marche plus. Cléry, Struble ou Jack un ou l'autre, il y a trop de gauchers, faire un peu de ménage là-dedans. Je ne vois pas comment quelqu'un peut considérer qu'un élite de premier trio est plus important qu'un défenseur à Montréal en ce moment. Cette équipe-là marque déjà des buts à n'en plus finir. C'est une des meilleures attaques de la Ligue. Mais tu peux me dire pourquoi tu utiliserais tes gros chips, là, tes gros jetons pour aller chercher un ailier quand tu as déjà la meilleure attaque de la Ligue. Un centre, à la limite, je peux comprendre parce qu'un centre, ça différait beaucoup ton deuxième trio, amènerait de la défensive. Mais Jordan Kyrou est pas mal nul en défensive. Là, je veux dire, il n'est pas mauvais, il s'est amélioré, là, mais je ne vois pas Jordan Kyrou comme étant un besoin à Montréal en ce moment. Vraiment pas, puis je pense qu'il y a des besoins beaucoup plus criants. C'est peut-être pas le besoin le plus criant à Montréal, mais pour la fourchette de prix que va peut-être demander Saint-Louis pour Jordan Kyrou, comparativement à ce qu'il pourrait demander pour un Robert Thomas, je crois que c'est un petit peu plus possible de faire la gymnastique pour aller le chercher. Tu donnes quoi pour Kyrou? Je suis curieux, tu donnes quoi pour Kyrou? Écoute, si on a réussi à lui donner Bolduc, est-ce qu'on à leur donner Logan Mailloux, est-ce qu'on lui donne Adam Ekstrom? Rendu là, on le donne. Mettons Adam Ekstrom, mais il faut aussi trouver un moyen de cleaner un peu d'alliés à Montréal. Là. Alexandre Texier est rendu LT Scratch parce que tout le monde est en santé. Là. Il retourne pas à Saint-Louis. Puis il ne retournera pas à Saint-Louis. Là. Puis Zachary Bolduc ne retournera pas non plus à Saint-Louis, d'ailleurs aussi. Fait peut-être, je ne sais pas. Adam Ekstrom, puis un choix de 2, mettons. Je ne sais pas, là. Je déblatère vite de même, là, mais je pense juste pour la fourchette de prix, c'est déjà plus facile d'envisager peut-être Jordan Kyrou que Robert Thomas. Surtout compte tenu du fait que ça va durer combien de temps? Parce qu'on sait, le cycle Curry Dax, c'est la blessure arrive juste au moment où on dit « Hey, il commence à prendre ton rythme. Ça va bien ces temps-ci. » D'ailleurs, avez-vous eu peur quand il est tombé après son but? Oui. Finalement, c'est Wilson. C'est Wilson. Tom Wilson qui a eu peur un peu. All right. Pop, qu'est-ce que tu as pour nous? On parlait du tas tantôt, puis c'est qui entre vous deux qui parlait de ajouter quelqu'un en attaque? Là, j'ai un blanc. Là. Il me semble que c'est Félix. Félix il parlait du tas. C'est qui parlait donc d'amener en Utah? Robert Thomas. Merci. Mon gars, t'as complètement tort là-dessus quand tu parles de Utah. Parce que Utah, un peu comme Montréal, la force, c'est pas la faiblesse, c'est pas l'offensive. Ils sont capables de marquer des buts. Je vais te faire la nomenclature de qui joue comme défenseur droitier en ce moment en Utah. Sean Durzi est ton premier défenseur droitier. Tu te rappelles de Sean Durzi? Ça va. C'est correct, mais tu veux-tu vraiment Sean Durzi comme premier défenseur droitier? Ça va. Je peux vivre avec Sean Durzi, John Marino et Orly Mata qui est blessé. Non, ça devient beaucoup chic. Un nom qu'on n'a pas prononcé et qui pourtant passe peut-être un peu sous le radar parce qu'il ne devient pas joueur autonome cet été. Les Rangers parlent de rebuild, là. Adam Fox, là. C'est-tu disponible selon vous autres? Adam Fox, je pense que c'est une transaction d'été. Je pense que c'est le genre de gars qu'il faut bouger pendant l'été. Mais je comprends ton point. Je le vois. Puis, écoute, si tu me demandes est-ce qu'Adam Fox va être avec les Rangers dans un an, je pense pas. Non. Je pense pas que ça va être le cas. Peut-être que si tu me dis le Mammouth va aller chercher Adam Fox le 1er juillet, 100%, j'achète. Mais en milieu de saison, c'est le genre de transaction qui est toujours un peu dur à gérer. Puis je pense que la priorité en Utah, ça va être de se concentrer sur le derby Robert Thomas, repivoter après pour aller chercher Adam Fox, en assumant qu'on paye le gros prix pour Robert Thomas.
Si on fait qu'on utilise dénoyer, Simachev, quelque chose, là, il va commencer à rester un petit peu moins de chips pour les jeter à Adam Fox. Oui, mais non. Mais j'aime le point du plan B pour Adam Fox parce que mon point est le suivant. Utah a plein de bons joueurs. On parle de Kyle Desnoyers. Il y a Daniel Butt aussi. Il y a T.J. là aussi qui est un peu dans ce pool de prospects-là que tu peux mettre sur le marché. Un Maverick Lamoureux aussi que tu pourrais peut-être shipper aux Rangers de New York. Et il ne faut pas oublier d'Adam Fox. Et c'est peut-être ça qui est un peu dommage de son côté parce qu'il subit un peu la montée de Lane Hudson et de Zach Werenski. Adam Fox, là, dans une équipe qui est dernière dans l'Est, a quasiment 1 point par match encore. Puis il a été blessé longtemps aussi, si on en a pas moins parlé. Fait que oui, mais c'est d'accord excellent. Puis aussi, une affaire qui a donné de la mauvaise réputation à Adam Fox, c'est sa finale aux 4 Nations où est-ce qu'il avait été épouvantable contre le Canada. Ça y a tellement donné de la mauvaise réputation, mais ce gars-là est un défenseur exceptionnel. Vraiment, là, c'est un sacré. C'était pas fameux, mais n'oublions pas, les Rangers, bon, Adam Fox n'est pas dans la même situation que l'était Artemi Panarin où il faut absolument lui trouver quelque chose, fin de contrat. Adam Fox, les Rangers, ils l'ont dit, c'est explicite, c'est un retooling. Est-ce que le retooling passe par une transaction d'Adam Fox? Fort probablement. Je pense pas qu'ils sont si pressés que ça de l'avoir, à moins que le Jazz, à moins que le Mammouth ait l'une de ces échanges qu'on ne peut refuser. C'est drôle, hein? Je fais ce petit lapsus-là sur le Jazz, mais c'est parce qu'on a un petit peu de basketball aussi qu'on veut discuter avec vous autres. Puis on a encore une fois là, plein de bonnes affirmations qu'on va voir, mais je nous regarde dans le futur. Là. Je pense qu'on a de quoi. Je pense qu'on a de quoi ici. Mais d'ailleurs, Pop, reste donc avec nous. Reste donc avec nous un petit peu. Là. Basket, là, une des équipes du moment qui fait jaser, ce sont les Celtics de Boston, en dépit du fait que Jason Tatum n'a toujours pas joué cette saison. C'est incroyable, hein? Tu sais, est-ce que Joe Mazzulla se magasine le titre d'entraîneur de l'année? Honnêtement, là, tu sais, on rentre dans ce territoire-là, mais ce que je regarde du côté de Boston est que pour les 3 à 5 prochaines années, là, est-ce qu'on est rendu à un point où Jason Tatum ou Jaylen Brown pourraient être monnayés pour préparer l'après-ère de ça? Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux dans la même équipe du côté de Boston? Puis tu sais, vas-y, termine ton point. Est-ce qu'on vit-on vraiment dans un monde où l'extension de contrat qui va cumuler jusqu'à 71 millions de dollars pour Jason Tatum ne sera peut-être pas un problème, mais qu'on va commencer à regarder ça et on se dit, hey, on est compétitif dans l'Est, on réussit quand même à être 10 victoires au-dessus de 500 sans lui. Est-ce qu'on pourrait prendre la vision à long terme, prendre un peu le taureau par les cornes un peu, préparer les 5 à 10 prochaines années et dire à Jason Tatum, écoute, je comprends que tu as été un joueur légendaire pour nous. C'est pour la business. Tu nous as ramené un championnat. Mais pour le bien de la business, on est peut-être à regarder une autre option pour toi. Quitte à travailler ensemble pour trouver une destination. Mais tu sais ce qui est scandaleux, puis c'est drôle, tu viens de me dire de parler de ça. Okay, les Celtics vont bien en ce moment. Je dois buy-in sur cette affirmation-là. Les Celtics qui sont présentement... Non, mais attends un peu, là. Tu sais, sont deuxième dans l'Est en ce moment, sans le joueur de concession. Ils étaient un peu plus âgés. Mais il y a une douzaine d'années, les Celtics de Boston ont monnayé Paul Pierce, ont monnayé Kevin Garnett, ont monnayé Ray Allen et Rajon Rondo. Puis ils sont allés avec ça. C'est que de la business. Ils ont monnayé les gars avec qui ils ont gagné un championnat, puis ils ont fait sur leur dos peut-être 3 autres finales de conférence. Ils se sont butés finalement au Heat de Miami parce que finalement, il fallait que LeBron James gagne un championnat. Il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est lequel entre les deux tu trades? Parce que c'est facile, Jason Tatum. Ça sera Jason Tatum. Jaylen Brown, on lui a tellement donné de la sauce et il est en liste. Il ne gagnera pas le joueur défensif de l'année. Mais en tant qu'ailier qui peut jouer les deux côtés du plancher,
il est au sommet de cette liste présentement. Écoute, mon feeling, c'est qu'on a quand même. J'ai l'impression que quand tu penses aux Celtics, OK, le gars qui a quand même l'étiquette de joueur de concession, c'est Tatum, puis c'est toujours plus facile d'échanger Robin que d'échanger Batman. C'est toujours beaucoup plus facile de faire ça. Tu sais, si tu échanges Jaylen Brown, okay, dans ce scénario-là, c'est comme, tu sais, les Celtics sont décidés juste de mieux entourer leurs joueurs de concession. Si tu échanges Tatum, le message que tu envoies, c'est OK, le gars qu'on a vanté comme étant le meilleur joueur, le gros nom de cette équipe-là, ben, salut, puis on donne les rênes à quelqu'un d'autre. Tu sais, là, Brown a une super belle saison, puis c'est vraiment une super belle saison. Mais, tu sais, ça se fait quand même dans le contexte où d'un, l'Est est épouvantable. Ben, quoi que l'Est est toujours épouvantable. L'Est est épouvantable depuis des années, depuis que Michael Jordan a pris sa retraite. Là. Fait que, bref, l'Est est épouvantable. Et ça se fait aussi dans le contexte où, ben, tu sais, on peut quand même adapter un système où est-ce qu'on sait que Tatum va éventuellement revenir. Fait que, tu sais, ça n'avait pas une tonne de pression à Jaylen Brown d'être le gars pendant 82 matchs plus une run de série. Tu sais, éventuellement, il y a quand même le concept qu'un autre gars va venir l'aider puis enlever un peu de pression sur ses épaules. Moi, ce que j'ai hâte de voir, quand Tatum va revenir, à quoi ça va ressembler. Parce que là, si on arrive dans un monde où Tatum revient, Jaylen Brown est quand même le top dog, le alpha en haut, là. Peut-être que là, soudainement, l'idée d'échanger Tatum devient plus réaliste et raisonnable. Même si là, il rêve de faire la part des choses, tu sais qu'il va revenir d'une blessure majeure, évidemment, il ne sera pas à 100% en fin de saison. Là. Mais j'ai vraiment hâte de voir comment on va vivre ce partage-là post-émergence de Jaylen Brown en tant que joueur de vraiment, vraiment premier plan. Parce qu'avant, c'était Tatum qui était le vrai joueur de premier plan avec Jaylen Brown qui était plus son acolyte. Là, Jaylen Brown a pris le rôle de numéro 1 à merveille. Comment on va vivre cette dynamique-là? On sait qu'elle a déjà été un petit peu tendue, la dynamique entre les deux. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler maintenant que Jaylen Brown a pris ce pas-là vers l'avant. Ben oui. Et Félix, d'ailleurs, bon, encore une fois, là, tu peux juste pas t'empêcher que d'avoir l'affirmation la plus conservatrice qu'il y a. Tu as décidé encore une fois d'y aller avec une évidence pour ton affirmation de basket. Écoute, Cade Cunningham a une saison incroyable. Puis, dans un monde où est-ce qu'on a parlé tout le temps de la course au MVP entre Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, qui sont les deux meilleurs joueurs de la NBA, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, il y a de plus en plus, on a la fameuse règle des 65 matchs qui devient un facteur puis qui commence à ruiner, entre guillemets, ces courses-là, dans le sens où Jokic, si je ne m'abuse, est à 2 matchs de ne pas être éligible. Je crois que c'est 7 matchs seulement qui peut manquer d'ici la fin de l'année. Donc, ça fait en sorte que ces gars-là, de plus en plus, on les voit comme des gars qui pourraient être sortis de la course au MVP. Et pendant ce temps-là, pendant que ces deux gars-là manquent des matchs à cause de blessures, Cade Cunningham, lui, ne manque presque pas de matchs et a une saison extrêmement impressionnante. Amène les Pistons, qu'on le rappelle, les premiers moments de ce show-là, on avait notre chronique hebdomadaire de à quel point les Pistons sont rendus mauvais, puis à quel point ils sont rendus à accumuler les défaites, puis à quel point ça va mal à Détroit. Ça a été un flip tellement rapide, notamment grâce à l'émergence de Cade Cunningham. Ce gars-là a une saison exceptionnelle. Et là, dans un monde où est-ce que Shai et Jokic ne peuvent pas gagner l'MVP parce qu'ils n'ont pas atteint le plateau des 65 matchs, ben, on va rapidement arriver dans un monde où est-ce que ça va être plus facile de discréditer un éventuel titre de MVP pour Cade Cunningham. Mais ça reste que la règle de 65 matchs a été établie pour une raison. Il faut que tu joues des matchs pour être considéré comme étant parmi l'élite de la Ligue. Tu ne peux pas juste jouer le 2/3 de la saison puis être considéré comme le meilleur joueur de la Ligue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu as été le meilleur joueur pendant les matchs que tu as joué, mais tu n'as pas été le meilleur joueur du jour 1 au jour... Je vais dire jour 82, mais au dernier jour de la saison, du premier jour au dernier jour, parce que tu as manqué une partie trop importante de ces matchs-là. Fait que oui, c'est correct que tu sais, un gars qui manque une dizaine de matchs, c'est correct, ce gars-là, tu as fait raison d'être MVP, mais 65, c'est le tiers, en fait, c'est le quart de la saison que tu as manqué quand tu es rendu à ça. Fait que c'est une partie extrêmement importante. Ce que Cade Cunningham fait, c'est digne de mériter un MVP. Pas si Shai et Jokic sont éligibles, évidemment, mais dans un monde où est-ce que ces gars-là ne le sont pas, et il y a un véritable monde dans lequel ils ne sont pas, Cade Cunningham va être un MVP et de plein droit. Ce gars-là ne va pas avoir eu le MVP de consolation parce que les deux gars en avant de lui ne seront pas là. Ça reste un gars qui l'a mérité et qui
peu importe ce qui se passe, il va finir au minimum 3e de cette course-là. Il n'aura pas clairement pas volé cette place. En fait, Mio, je vais prendre le bord de Félix pour dire c'est pas un take safe de dire que Cade Cunningham pourrait être l'MVP parce que depuis le début de la saison, là, nonobstant de l'arrêt des 65 matchs ou non, c'est qui les 4? Il y a 4 joueurs qu'on dit que c'est les MVP et c'est les frontrunners en avant. SGA, Jokic, Giannis, Doncic. Ou à quelque part, il y a sont peut-être là, les vrais nerds de basketball. Là. Même les casuals ne donnaient pas de chance à Cade Cunningham de gagner l'MVP. Fait que je supporte le take de Félix là-dessus. Et je réfute le tien pour dire que Félix est allé conservateur sur celle-là. Merci, Pop. Moi, je dis que c'est conservateur parce que j'y crois, moi aussi. J'y croyais à ça de Cade Cunningham qui gagne le MVP. Présentement, pour terminer là-dessus, les Pistons sont à 5 matchs et demi, la tête de la conférence de l'Est. Cade Cunningham, avec une saison de 25 points, 6 rebonds et 10 passes décisives. C'est un meneur de 6 pieds 6, soit dit en passant. Ben Simmons est un peu plus grand, mais Ben Simmons qui est capable de la tirer au minimum. Il y a des similarités. Peut-être. C'est vrai. Que voulez-vous? Hey, dans toutes ces prédictions-là, il y en a une qui peut faire sourciller beaucoup parce que, bon, c'est des honneurs individuels, mais les gars, on n'est pas des imbéciles non plus. Là où ces équipes sont placées dans le classement a beaucoup à jouer là-dedans. Ça permet quand même d'avoir un certain barème de où est-ce que les performances individuelles contribuent dans la victoire. Et le NBA.com a mis à jour sa liste des favoris pour recrues de l'année. Et Con Knueppel des Hornets de Charlotte a dépassé Cooper Flagg au summum là, de cette liste de recrues de l'année. Puis d'ailleurs, toute la saison, ça s'est chevauché, les deux. Mais les Hornets, on se fait jamais d'attendre avec les Hornets, et avec raison. Et par les temps qui courent, ça va bien. Ça va bien du côté de Charlotte. On est 9e dans l'Est. C'est 7 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et Knueppel est le meilleur tireur à 3 points et le meilleur pointeur de cette équipe-là. Et de l'autre bord, les Mavericks, c'est toujours aussi misérable. Et Cooper Flagg n'est pas toujours disponible. Moi, ce que je vais te dire, Mio, c'est pour le positionnement, là, regarde le line-up à côté de Con Knueppel et regarde le line-up à côté de Cooper Flagg. Tu sais, Cooper Flagg n'a pas un LaMelo Ball. Il n'y a pas un Brandon Miller. Il n'y a pas un Miles Bridges qui est ton 4e meilleur pointeur avec une moyenne de 18 points. Là. Une moyenne de 18 points, c'est ton 4e meilleur marqueur de ton équipe. Cooper Flagg n'a pas ça. Fait que pour moi, le positionnement, j'achète pas ce que tu dis. Okay. Et je vais t'amener un argument plate, puis je sais que c'est pas une bonne façon de penser. Dis-moi pas le prestige du nom. Le prestige du rang de repêchage. Ah. Je suis pas d'accord. Mio, je suis pas d'accord avec ça. Mais il faut que tu concèdes. Tu n'as pas le choix de concéder. Les journalistes et les médias qui votent pour ça considèrent le rang de sélection. À moins que, quand Knueppel dépasse de loin Cooper Flagg, si les deux joueurs sont à peu près similaires, c'est le joueur repêché premier qui va l'emporter. Et pas seulement le gars pris premier, le gars que depuis plusieurs années, on voit comme étant un gros espoir en donné. C'est pas... Il y a quand même un statut, Cooper Flagg. C'est pas un gars qui s'est ramassé. C'est pas Zachary Risacher, là. C'est Cooper Flagg. C'était quelque chose au collégial, puis il y avait un engouement. T'avais l'opération Capture the Flag dans le passé. C'était pas rien. Là. Il y avait pas pourri pour Knueppel. J'ai pas une rime pas bonne qui vient là, mais pour le point. C'était pas Knueppel, le gros joyau de la QV. C'était Cooper Flagg. Puis ça avait quand même un statut. Et la Ligue a quand même... pour la même raison que Carrière va toujours gagner MVP ou recrue offensive de l'année, tu veux promouvoir les joueurs qui te font vendre des billets. Puis mais pour toutes ces raisons-là. Mais Mio, si je peux t'aider, par exemple, pour
pousser J'ai l'agenda. pas besoin de ton aide. Non, je sais. Mais s'il faut qu'on pousse collectivement l'agenda contre Newport, ce gars-là a déjà battu le record du plus grand nombre de 3 points faits par une recrue. Il moyenne 44% en tant que recrue. C'est insane. Ouais, c'est excellent. Tu C'est side by side, c'est un peu la même chose, mais il est juste capable de tirer mieux le ballon que Cooper Flagg. Et son équipe gagne grâce à lui, grâce à son tir à 3 points. Pop, dans tous les cas, tu me feras pas à croire que c'est une opération de la NBA pour favoriser les preneurs au livre. La NBA ferait jamais ça. Ben non! Ben non! Ben non! Tu sais, moi, je fais juste dire que Giannis, qui est minority staker de Kalshi, ferait jamais ça. Il ferait jamais ça. Mais par contre, j'aimerais ça pour vrai que quand Newport arrive parce que les Hornets, personne ne parle d'eux autres, mais ceux qui regardent la NBA diront que c'est possiblement l'une des 3 équipes les plus fun de toute la NBA. Avez-vous vu d'ailleurs très vite du côté de Charlotte que là, c'est rendu des segments aux nouvelles de savoir quand la Melo Ball se déplace, tellement que c'est un danger sur la route? Oui. Mon gars fait un accident. Il y a déjà le char de rechange qui traîne 2 rues en arrière. C'est comme dans Grand Theft Auto, là, quand tu l'appelles, puis tout d'un coup, ils viennent porter ta voiture, tu te retournes. Hein? Comment le char est arrivé là? Puis ils sont tous customisés, fait que c'est sûr que c'est lui, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est lui, tu le vois arriver. Fais attention, hein. C'est terrible, man. C'est terrible. Attention, les gens de Charlotte, en Caroline du Nord, ne sortez pas de vos maisons. La Melo Ball est sur la route. Fais juste imaginer si LaMelo Ball sortait de l'Université de la Géorgie au lieu de UCLA. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Il joue au football. Il joue au football. si vous voulez la référence, tapez Georgia Bulldogs Reckless Driving, puis on s'en reparle. Et voilà. Il y a à peu près 12 pages Google de joueurs différents. Est-ce qu'Anthony Edwards en fait partie? Non, c'est vraiment seulement dans le programme de football. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le programme de football, là, mais c'est que dans le programme de football. Ça se passe. OK. Mais il y a des baby mamas. Tu peux faire une équipe de football au complet, excluant le poste de carrière. En fait, et encore là, c'est sujet avec des gars qui ont conduit sous l'influence, qui ont joué dans le football que les Challenge. Tu peux faire attaque à 11, défense à 11. Unité spéciale, tu peux pas. Mais tu peux faire une défense à 11 puis une attaque à 11. Bon. Hey, mesdames et messieurs, vous êtes à peu près, c'est à peu près 700 là, mensuellement à nous écouter. Merci beaucoup d'ailleurs. Continuez comme ça. Ben, je vous invite, lâchez vers notre compte Instagram. On a toujours du beau contenu à vous réserver toutes les semaines. Félix ou Jay, tout le monde travaille fort à ce projet-là. Ben, aidez-nous à avoir un petit peu plus de yeux sur Instagram. On a vraiment du beau contenu avec ça. Puis ça va vous garder en haleine avec tout ce qui se passe dans le monde du sport. Puis des belles questions qu'on a pour vous. Puis si vous pouvez aider notre monteur Jay qui est pogné en Indonésie avec plus de cartes de guichet, si vous pouvez l'aider, ça serait bien. On salue le monteur Jay. En fait, admin Jay, qui gère nos réseaux sociaux, qui nous gère ça en direct de Bali sans aucune carte de guichet maintenant. Aidez-le, s'il vous plaît. Pauvre. Les équivalents de 2000, peu importe la monnaie là-bas qui vaut peut-être pas grand-chose. Écoute, c'est comme un rite de passage pour des jeunes loups que de partir faire ce fameux voyage à l'autre bout du monde. Alors, passez sur notre compte Instagram. Ça va lui permettre de pouvoir s'acheter un repas tous les jours quelque part à l'autre bout du monde. All right. OK, hey! Ajoutez la nourriture à notre monteur, quelqu'un, s'il vous plaît. Hey, Félix, baseball qui revient. Le truc le plus fun de ça, c'est quand je reçois 2 notifications sur mon cell en même temps qu'une équipe joue. C'est quoi, jeudi ou vendredi, je reçois une notification que les Blue Jays jouent contre les Phillies et jouent en même temps contre les Yankees. Comment est-ce possible? Hein? Le fameux split squad des camps d'entraînement. Mais les Yankees, d'ailleurs, là, qui, cette saison, là, retireront le numéro d'un lanceur quand même légendaire, là. Ah, ça a été Sissi Sabathia, le numéro 52, qui va être retiré par les Yankees. Et là, c'est drôle parce qu'il y a une faction des médias new-yorkais qui, on le sait, sont assez voraces.
Ils se sont mis à critiquer la décision des Yankees en disant « Oh, wow, si on retire le numéro de Sébastien, on va retirer le numéro de n'importe qui. La médiocrité est célébrée ici. » Puis là, on respecte tout le monde, OK? Ici, Sébastien, oui, n'a pas été un Yankees du début à la fin de sa carrière. Il a passé plusieurs années à Cleveland et une demi-année avec Milwaukee qui est devenu légendaire avec le temps. Mais Sissi Sébastien, même s'il n'a pas gagné de Cy Young avec les Yankees, mais ça reste que Sissi Sébastien, la première année où il est arrivé avec les Yankees, ce gars-là a gagné une série mondiale, a été last lanceur d'une équipe qui a gagné la série mondiale et pendant ses premières années a été dominant avec les Yankees. C'était possiblement... Il y avait l'émergence de Clayton Kershaw un peu au même moment. Fait c'est dur à dire que Sébastien a été le meilleur lanceur du baseball à un certain moment, mais entre, disons, 2008 et 2010, là, il y avait même 2011, là, tu peux vraiment défendre le fait que c'est ça. Et Sébastien qui était un peu le dernier d'une lignée de ces lanceurs-là, qui étaient des bourreaux de travail, qui lançaient des matchs à n'en plus finir. On parle de lui qui a lancé 3577 matchs dans sa carrière, c'est complètement fou. Puis Sébastien aussi, le point, je pense que c'est ça le plus important qui a déterminé cette décision-là. Sébastien était un coéquipier exemplaire avec les Yankees. Il était un peu le capitaine officieux de l'équipe. Écoute, un moment, je me souviens d'ailleurs, ceux qui ont pas vu ça, il y a quelques années, son dernier match de la saison, si Sébastien est au monticule en 4e manche contre les Rays, dernier match de la saison, et il faut qu'il lance la 4e au complet pour avoir un bonus. Si je ne m'abuse, c'était 250 000 $. C'est quand même une somme considérable. Et plus tôt dans le match, il y a un lanceur des Rays qui avait atteint le receveur des Yankees pendant qu'il était au bâton. Sébastien avait juste besoin de lancer une manche dans un match qui ne servait plus à rien pour faire 250 000 $. Et ce qu'il a fait, quand le receveur des Rays est arrivé au bâton, il l'a biné, il s'est fait sortir du match. Il n'a pas pu avoir son bonnet à cause de ça. Mais Sébastien, si tu lui demandes, il s'en fout de ce bonnet-là. Il ne veut rien savoir. Sébastien était le coéquipier ultime pour cette équipe-là. Puis avait vraiment cette attitude de bulldog-là. C'était vraiment un bulldog sur le terrain, Sébastien. Puis je le dis, c'est le plus beau compliment que je pourrais faire à quelqu'un. Ce gars-là avait le chien en lui, là, il y avait le dog en lui ici, Sébastien. Puis quand il y avait la balle, ça a été tellement un morceau important de la décennie 2010 des Yankees, qui n'a pas été une décennie très glorieuse selon les standards de l'équipe, mais ça a tellement été un morceau important. Ce gars-là, on retire son numéro et on le fait à juste titre. Et il n'a pas volé sa place au sein de Monument Park dans le Yankees. Je fais juste poser une question, Félix, rapidement. Est-ce que les Yankees ont comme un Ring of Honor? C'est pas mal Monument Park. C'est pas mal... Parce que j'aurais peut-être dit, si Sébastien, ça aurait peut-être été Ring of Honor avant de peut-être retirer son chandail, mais si tu me dis qu'il n'y a pas ça, ben, en tout cas, je peux comprendre. Écoute, à ma connaissance, non, mais tu vois, je pense que ça, c'est plus... Tu vois, je verrais plus celui comme Brett Gardner dans cet anneau d'honneur-là. Là. Tu sais, Sébastien a quand même été quelque chose. C'était pas juste un bon Yankee, c'était un sacré joueur. Là. Puis oui, je comprends les raisons pour lesquelles il y en a qui trouvent ça un peu spécial. C'est légitime dans une certaine mesure, mais je trouve quand même que la bonne décision a été rendue dans ce dossier. OK. Pop, toi, de ton bord, ben, y a-tu de l'espoir? Tu trouves, en fait, toi, qu'il y a de l'espoir du côté des Pirates de Pittsburgh au-delà de Paul Skeens? Est-ce que les Pirates ont de l'espoir? Je vais me garder une petite réserve personnellement parce que they can't have shit in Pittsburgh, là, nonobstant de ce qui se passe avec les Steelers. Mais je regardais le camp d'entraînement, puis tout le monde s'enflamme sur Connor Griffin, qui est le meilleur considéré comme le meilleur prospect du baseball en ce moment. Et j'ai envie de sortir un peu mon Skip Bayless en moi, là. Oh mon Dieu. Tu sais, quand il a dit que Johnny Manziel allait être plus important pour la ville de Cleveland que LeBron James, moi, j'ai dit que Connor Griffin pourrait être plus important dans la culture et l'histoire des Pirates de Pittsburgh que Paul Skeens. T'es tombé sur la tête. C'est un petit peu hot take, mais la raison pourquoi je pense ça, parce que, d'ailleurs, premièrement, ceux qui ne connaissent pas Connor Griffin, OK, qui sont moins familiers avec ce nom-là, premièrement, retenez ce nom-là, vous allez l'entendre. Il y a peut-être des chances que vous allez l'entendre dès le mois prochain. Là, parce que Connor Griffin s'aligne présentement, c'est pas officiel encore, pour être le premier adolescent à s'établir dans les majeurs en tant que recrue au Opening Day. C'est ça la petite nuance, c'est au Opening Day. Dans les 50
dernières années, il y en a juste eu 2 qui ont réussi à faire cet exploit-là. Il s'agit de Robin Yount et de Ken Griffey Jr., qui sont des First Ballot Inner Circle Hall of Fame. Connor Griffin va être le prochain de ces 2-là, juste pour vous montrer à quel point ce gars-là a du talent. La raison pourquoi je dis qu'il va être plus important, c'est que Paul Skeens devient joueur autonome à l'hiver 2029. Combien sur 10, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes confiant que Paul Skeens va jouer au-delà de 2030 à Pittsburgh? Si je parle, je suis en eau chaude. Je vais dire 5%. 5%. Bon, fait que vous me dites que dès l'hiver 2029, c'est terminé Paul Skeens et sur d'autres cieux. C'est ça que j'entends, là. 5%. OK. On va dire 95%. OK, c'est bon. Moi, je pense que Connor Griffin... Moi, personnellement, si Connor Griffin réussit à se développer comme on pense qu'il devrait être, d'après moi, ça pourrait être le digne successeur de Andrew McCutcheon. Tu sais, je comprends que Paul Skeens est tout simplement incroyable. Historique même. Historique. Mais s'il fait juste ça pour 4 ans, tandis que Connor Griffin, peut-être une carrière un petit peu moins spectaculaire, mais tout aussi quand même assez respectable, le fait sur 10-12 ans. Ouais, mais Griffin va s'en aller dans 6 ans aussi. Je veux dire... Ben écoute, si Andrew McCutcheon a quand même réussi à jouer un bon bout de chemin à Pittsburgh, moi, je suis déjà confiant qu'il va jouer plus longtemps que Paul Skeens. Déjà, s'il commence à jouer à 19 ans, puis qu'ils ont sans contrôle de temps de service, il y a peut-être de quoi à faire, là. OK, mais Je t'entends, mais il y a un sourcil qui va bouger. OK. Hey, messieurs, il ne nous reste pas grand temps là, pour ce show-là, mais d'un point, on n'a pas le luxe de beaucoup parler de football, mais tout simplement parce que, mis à part le combine, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais certainement une nouvelle qui est sortie, c'est le fait que bon, les Colts et Richardson regardent activement là, pour trouver une nouvelle avenue, une nouvelle destination. Ah, Félix, là, je suis en train de lire notre document de préparation. Là. J'ai-tu bien lu? T'as bien lu. Écoute, Richardson, quand on parle de lui depuis le début de la semaine, depuis le nouvelle est tombé, c'est beaucoup avec les Vikings, parce qu'on sait que Kevin O'Connell est un grand fan d'Anthony Richardson. Puis, évidemment, on sait que ce gars-là a une réputation pour réparer les carrières brisées. Et c'est vrai que c'est pas fou dans l'optique où DJ McCarthy n'a pas exactement tout cassé à sa première année au Minnesota. Okay? Par contre, c'est quoi la dernière chose en ce moment qu'Anthony Richardson a besoin? La dernière chose dont Anthony Richardson a besoin, c'est de le placer dans une situation où est-ce qu'à la première erreur du gars en avant de lui, tout le monde va vouloir qu'il embarque sur le terrain. C'est la dernière chose qu'il a besoin. Anthony Richardson, ce qu'il a besoin en ce moment, là, c'est une année de reset complet, là, à juste être dans une nouvelle culture, se faire coacher vraiment une année au complet. Parce que là, rendu là, quand on l'a pris, c'était un projet de développement, il faut qu'il joue tout le temps. Là, rendu là, on est rendu à autre chose. Là, maintenant, il faut essayer il faut le coacher, puis il faut essayer de trouver des manières de faire quelque chose, de ressortir quelque chose de ce gars-là qui est extrêmement talentueux, mais qui est encore à un diamant à polir. Et quelle équipe a une réputation pour son entraîneur offensif et qui a aucun problème avec le poste de carrière numéro 1. Il n'y a absolument aucune chance que ce gars-là se fasse tasser par son backup. Les Rams de Los Angeles. J'allais dire Kansas City, mais je sais que c'était pas la bonne réponse. Non, mais... Kansas City est intéressant aussi, mais les Rams ont besoin d'un plan de succession à Matthew Stafford. Matthew Stafford qui n'est plus une petite jeunesse. Mahomes est encore là pour une couple d'années, mais Matthew Stafford n'est plus une petite jeunesse. Écoute, l'autre nom qui a circulé un peu dans ce genre-là, c'est Kyler Murray. C'est pas fou non plus, mais je vois tellement un fit Anthony Richardson avec les Rams. J'ai l'impression que c'est l'environnement parfait pour lui. Apprendre de Stafford, qui lui aussi avait... C'était un espoir beaucoup plus poli que Richardson à ce moment-là, mais lui aussi avait ses limitations avec les Lions. Il était vraiment un peu gunslinger, là, un gars qui lançait le ballon un peu n'importe où. Puis arrivé avec les Rams, avec Sean McVay, ça a permis de peaufiner son jeu puis de devenir un corps arrière beaucoup plus complet en fin
de carrière. J'ai vraiment l'impression que la meilleure chose qui pourrait arriver à Anthony Richardson, c'est d'arriver dans un système avec Sean McVay et Matthew Stafford. Je pense sincèrement, pour vrai, je pense que ça peut sauver sa carrière. C'est sa meilleure chance de sauver sa carrière. Le Minnesota, ça serait horrible pour lui parce qu'à la moindre erreur de J.J. McCarthy, qui n'est déjà pas la faveur publique, ça va immédiatement crier pour Richardson. On va l'amener trop rapidement puis on va le scraper. Bon, je pense que je pourrais donner. J'adore tellement les photos qui ressortent souvent parfois de Darnold ou de Baker Mayfield? Ouais, de Baker Mayfield ensemble sur les différentes équipes sur lesquelles sont passées, qu'ils soient les Rams. Légende des Panthers ouais, de la exact. Caroline, Sam Darnold et Baker Mayfield. Et regardez où est Sam Darnold aujourd'hui. Wow! Qu'un bout de chemin. Je pense que c'est là où l'argument de Félix ramasse le plus de ses munitions. Mesdames et messieurs, avant qu'on se quitte, il ne reste pas grand temps, là, mais je vous invite à aller sur notre page Facebook. Écoutez, on est presque 1400 sur cette page-là. Venez donc nous permettre d'aller jusque-là. Ça serait vraiment cool, une belle communauté sur Facebook. Mais avant qu'on passe pour cette fin d'émission et ce qu'on va suivre cette semaine, on a notre classique quiz du joueur de la semaine. Le joueur cette semaine, c'est drôle, j'ai l'impression qu'on en a parlé dans cette émission-là, mais qui porte l'uniforme des Islanders de New York. Il a 18 ans et il a 2 buts marqués au Centre Bell en 2025-2026. Félix, de qui parle-t-on? Matthew Schaefer, le futur récipiendaire du trophée Calder, je pense que ça, je vois pas. Tu sais, j'adore des mid-off, cette course-là est finie. Matthew Schaefer est un défenseur tellement spécial, puis j'ai tellement un bon kid aussi. On connaît toute son histoire et tout, puis cette histoire-là est vraiment, vraiment touchante, puis ce kid-là fait à 18 ans, Constant, presque pas joué son année de 17 ans, qui n'était pas vu exactement comme un espoir générationnel, et même au début de l'année, l'an passé, n'était même pas vu comme le meilleur espoir de sa QV. Ça a monté vite ses affaires. Ce que ce gars-là fait dans un rôle de défenseur numéro 1 chez les Islanders à 18 ans, en succession à Noah Dobson. Puis avec des gars comme Romanov, qui était supposé être des piliers pour lui, qui est blessé. Je ne pourrais pas être plus impressionné par la saison recrue de Matthew Schaefer. Sérieusement, je ne pourrais pas être plus. Puis je suis extrêmement impressionné par Demidov aussi, là, mais puis même Beckett Seneca à Anaheim, puis dans une certaine mesure Oliver Kapanen. Mais ce que Matthew Schaefer fait, c'est exceptionnel et c'est vraiment une des belles histoires des dernières années dans la LNH. Un célèbre philosophe a déjà dit: on n'échange jamais un défenseur comme Noah Dobson, sauf si tu ramasses Matthew Schaefer au repêchage. Comme la seule exception à la règle. Hein? Ça aurait fait un sacré beau duo, pareil, quand tu y penses. Vrai. Mais en 2030, ça va être vraiment beau de le voir avec Kel McCarr. Oh, ça va être bien. Ça va être bien dans ce cas-ci. OK, mesdames et messieurs, ce qui a à suivre cette semaine, le Canadien a son fameux voyage en Californie. Et on s'en fout. On s'en fout que le Canadien ait gagné l'année passée à San Jose. Ça va être pénible. Félix, ça fait 2-0 dans le match le plus 2-0 dans le match le plus plate que tu as vu de toute ta vie. Ça va être 2 plugs de 4e trio. Colin Graff va marquer pour les Sharks. Colin Graff. En fait, non. C'est 2 plugs du 4e trio comme Colin Graff ou Macklin Celebrini finit avec 7 points. Rien entre les deux. Non, mais c'est 2-0 sur un match plate. C'est pas le fun pour l'autre base. C'est 2-0 dans un match plate. Colin Graff et Vincent Desharnais, les deux. Oh. Vous savez quoi? Je pense que les gens vont se coucher cette semaine. Les gens vont se coucher. Le match est à 10h aussi. Amusez-vous, ça finit à 1h du matin. Ah, exact. Mais sinon, comme on a mentionné, la date limite des échanges qui va à vendredi 15h. On va bien sûr vous donner un bon récapitulatif de ça à l'épisode de la semaine prochaine. Entre-temps, il va y avoir, bien sûr, comme à chaque jeudi matin, la revue de presse du Salon de Mio. Sinon, aussi mercredi, il y a la Classique mondiale de baseball qui commence. Et puis bon, on a le Combine dans la NFL qui s'en vient. Mais c'est pas mal ça. Dans tous les cas, bienvenue à cette fin d'émission de la Triple Menace. Merci de vous être rendus jusqu'à la fin. On apprécie bien sûr que vous ayez passé la dernière heure et demie à nous entendre parler de tout et de rien dans le monde du sport. Puis on a remarqué quand même que c'est qu'un petit pourcentage des gens qui écoutent, qui nous suivent,
Donc, si tu as apprécié, n'hésite pas à lâcher un petit suivre ou un petit follow, peu importe comment vous préférez le dire ou qu'est-ce qui est plus smooth à lire de votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Encore une fois, je vous souhaite la plus excellente des semaines et à la prochaine.